Merci d'être là. Je pense que cette rencontre va être très intéressante parce qu'on l'a entamée, déjà depuis une petite, presque depuis une petite heure. Donc en fait, on a fait le débat sans vous dans la loge et on va essayer de le. Ah, ça y est, il y a un peu plus de lumière, on vous voit davantage. Et donc, on va le reproduire, le continuer plutôt là, devant vous. Et c'est intéressant parce que c'est deux auteurs, un auteur et une autrice, qui ont, mine de rien, pas mal de choses en commun, même si leurs textes sont très différents. Déjà, ils se sont découverts des amis en commun, donc c'est drôle. C'était pas prévu. Donc, je vous les présente. Hadjar Bali, qui est une romancière algérienne qui vit à Alger, qui a enseigné les mathématiques et qui a commencé à écrire des pièces de théâtre, des nouvelles. Et en 2020, vous avez publié un premier roman qui a été publié par un éditeur algérien qui s'appelle Barzac, que j'aime beaucoup. J'espère que vous le connaissez tous. C'est un très, très super éditeur. Et chez Belfond, en France. Et ce premier roman s'appelait Écorce. Et moi, j'ai eu un vrai coup au cœur en le lisant. C'est un magnifique livre qui c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Nour, on a l'impression qu'il est un peu, qu'il a des problèmes, qu'il est un peu asocial. Il faut dire qu'il y a de quoi, parce qu'il vit avec ses 3 mères, comme il dit, son arrière-grand-mère, sa grand-mère et sa mère. Donc on imagine que ce garçon est un peu étouffé par ses femmes, et en plus qui lui font bien peser sur lui le poids du passé, les traditions, etc. Et au fil du livre, il va se révéler, et notamment aussi quand il rencontrera une jeune fille, Mouna, et là ils vont s'émanciper un peu. Moi, je l'ai lu un peu comme une fable sur les non-dits de l'Algérie, sur les traumatismes du passé qui ressortent et sur l'envie de s'en émanciper, justement, des jeunes. Et alors, il y a beaucoup ça dans votre dernier roman, Partout le même ciel, là aussi publié par Barzac et Belfond, toujours, et qui est un très beau roman qui est sorti là, fin août, je crois, et qui, là aussi, met en présence des jeunes. Ça, vous allez nous raconter l'importance de la jeunesse algérienne. Pourquoi chaque fois les héros sont des jeunes gens. Là, c'est ils ont 17, 18 ans, un garçon et une fille qui s'aiment comme on s'aime quand on a 17, 18 ans, c'est-à-dire avec fougue, avec beaucoup, voilà. Enfin, ils veulent faire de grandes choses, ils veulent sortir. Ils vivent dans une petite ville d'Algérie. Ils sont un peu corsetés par cette ambiance lourde, pesante, cette Algérie qui est avec cette élite politique repliée sur elle-même, et eux, ils veulent casser tout ça. Et donc, pour essayer de gagner un peu d'argent, ils essayent de braquer une vieille dame. Et donc, ils la suivent chez elle, ils la ligotent, ils la laissent sur son lit, et ils partent avec quelques billets. Et quand même, ils ont un bon fond, ces jeunes gens. Donc quand même, ils sont dévorés par le remords. Ils se disent, mais peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle est asphyxiée. Et donc le lendemain, ils y retournent. Et là, ils se retrouvent face au fils de la vieille dame, qui est un Slim, qui est un personnage très intéressant. Mais ça, je ne vais pas tout vous raconter, sinon Hadjar Bali n'aura plus rien à dire, et il faut qu'elle nous raconte la suite. C'est formidable. Et là aussi, il est très différent du premier. On sent qu'il y a beaucoup de choses, que Hadjar Bali a voulu faire passer beaucoup de choses dans ce livre. Il y a beaucoup de réflexions, de pensées sur parce que ce fameux Slim, il a deux idoles, c'est Dieu et la littérature et les livres. Il est un peu tiraillé entre l'un et l'autre, et il veut essayer de transmettre son savoir à ces jeunes gens. Et c'est vraiment passionnant. Quand on s'intéresse à l'Algérie, quand on s'intéresse à la littérature, c'est un très, 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 très beau livre. Voilà. Mohamed Ben Mougarsar,
Hein, voilà, je sais pas, mais je sais pas si je dis qui vous êtes. Hein? Si. Voilà, vous avez quand même défrayé la chronique en 2021, quand vous êtes devenu à 31 ans prix Goncourt. Je crois que vous n'étiez pas le plus jeune. Il y en a eu un qui l'a eu à 30 ans, je crois, hein, mais presque le plus jeune. Mais en tout cas, vous avez pour ce livre, La plus secrète mémoire des hommes. Si vous ne l'avez pas lu, vous avez énormément de chance, parce que c'est un livre, c'est une espèce de roman monde, c'est un roman un peu ogresque. C'est donc lui, il a été publié aussi, alors par Philippe Ray. Hein, je pense que c'est important de mentionner l'éditeur. Et justement, c'est ce que je voulais dire aussi, par un petit, j'en sais rien, il est peut-être gros hein, d'ailleurs, je ne sais pas, mais par un éditeur, une maison d'édition sénégalaise qui s'appelle Jimsan, hein, c'est ça. Et voilà, c'est un peu le même fonctionnement qu'Adjar Bali. Donc c'est un roman qui s'inspire de l'écrivain malien Yambo Wologem, qui avait reçu le prix Renaudot en 68 avant d'être totalement ratatiné par la critique et les accusations de plagiat. Et dans La plus secrète mémoire des hommes, il y a un narrateur qui est un jeune écrivain sénégalais vivant en France, qui découvre un roman mythique signé d'un compatriote et qui décide de partir à sa recherche. Voilà, c'est un roman labyrinthique, foisonnant, drôle, sensuel, très sensuel, hein, et où on passe de ville en ville, de femme en femme. C'est très difficile à décrire parce que c'est d'une telle richesse, ça nous embarque. Voilà, c'est un roman initiatique sur l'écriture, l'importance de l'écriture, l'importance de la littérature. Et ce qui est chouette, c'est que c'est aussi cérébral que sensuel. En général, les deux, c'est rare de rencontrer les deux ensemble. Souvent, voilà, là, il y a les deux. Enfin, voilà, c'est un livre formidable. J'imagine que vous l'avez quasiment tous lu. Si vous l'avez lu il y a longtemps à sa sortie, relisez-le. Voilà. Alors, déjà, on en a un peu parlé ensemble, mais vous connaissiez, c'est la première fois que vous vous rencontrez physiquement. Et je crois, Adjar Bali, que la lecture, justement, de La plus secrète mémoire des hommes, ça a été assez important dans le processus d'écriture de ce nouveau roman, Partout le même ciel. Racontez-nous comment vous l'avez découvert. Est-ce que ça vous a apporté ? Je pense que, Mohamed Bougarsar sera d'accord avec moi, je pense, c'est qu'il y a des auteurs qui débloquent des choses en nous quand on veut écrire. Et c'est vraiment le cas pour ce roman qui a été pour moi, qui m'a comme autorisé, qui m'a comme permis d'écrire ce que je voulais faire, d'être à la recherche de ces filiations, ce que fait Slim, mais que ce soit en littérature ou dans l'histoire. Et vraiment, ça a été une révélation pour moi de le découvrir. Et après ce livre, de lire aussi Roberto Bolaño, Les détectives sauvages. Aussi, c'est un peu la même démarche d'écriture, et avec ces multiplicités de voix qu'il y a dans Les détectives sauvages, et que cite donc Mohamed Bougarsar. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir ces deux livres qui ont été pour moi un déclencheur dans mon écriture, je pense. En tout cas, c'est pour ça que j'ai souhaité que Mohamed Bougarsar soit là aujourd'hui, pour le remercier et pour lui dire toute mon admiration. C'est merveilleux d'entendre ça, Mohamed. Qu'est-ce que vous... Bonsoir. Et je suis très, très touché, bien sûr. On en a un peu parlé tout à l'heure. J'ai toujours l'impression que ce type de gratitude, c'est-à-dire la gratitude d'une lectrice, est quelque chose qui se joue entre la lectrice et le livre. Le texte. Et le texte. Et que je suis toujours un tout petit peu à l'écart. Et que d'une certaine façon, la gratitude qui est destinée au livre me retombe dessus, parce que malgré tous mes efforts, je ne peux pas être désincarné. Et que donc, il faut bien que ça arrive quelque part. Donc, merci beaucoup
d'abord de l'avoir lu, ensuite d'avoir eu envie d'échanger et d'avoir eu envie, d'une façon ou d'une autre, d'écrire, ou pas d'envie d'écrire, mais juste de l'avoir inclus dans le processus d'écriture ou même juste d'imagination, de rêverie autour de ce roman. Ce que je trouve toujours très beau dans les livres, c'est les portes qu'ils ouvrent vers d'autres livres. Ce sont les bibliothèques secrètes que chaque livre contient, et que cette bibliothèque soit manifeste, soulignée, signalée à toute page, ou qu'elle soit plus discrète, plus blanche, plus fantomatique. C'est toujours très intéressant. Voilà, et je pense que au-delà de tous les thèmes dont on parlera, etc., c'est peut-être le lien le plus fort. C'est que, même si Hajar Bali le cache très habilement, son livre est le livre d'une lectrice. Hein, et d'une certaine façon, étant aussi lecteur et me définissant d'ailleurs de plus en plus, enfin pas de plus en plus, mais depuis très longtemps comme lecteur, et presque seulement lecteur et écrivain par aventure. Par hasard, par accident. Je n'ose dire par hasard, mais pas par accident non plus, mais par ennui peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, je me reconnais toujours, voilà. Et vous avez eu justement oui, vous en avez eu plein, notamment Bolaño, des portes qui se sont ouvertes à vous grâce à la lecture. Vous en avez eu beaucoup. Hein. J'en découvre tous les jours. On en découvre plein dans ce livre. Mais ceux qui vous ont le plus, les portes les plus importantes pour vous, c'est... Par Bolaño ? À part Bolaño, oui. Enfin, tous ces écrivains, ces auteurs que vous avez lus et qui vous ont donné envie qui vous ont fait réfléchir. Il y en a plein, vous en citez plein dans ce livre. Ils sont très nombreux, beaucoup apparaissent dans le roman, beaucoup n'apparaissent pas, mais ils sont très nombreux, comme j'imagine. Chaque auteur a une sorte de constellation comme ça, un ciel d'auteurs, de guides, voilà, dont il parle dans ses livres, dont il parle avec ses amis, dans sa famille, et parfois d'autres qui sont plus secrets, dont il ne parle pas, soit par jalousie, soit par peur qu'on les lui vole, soit parce que c'est inavouable. Chacun en a, j'imagine aussi. Oui. Et alors, vous avez lu... Pardon. Allez-y. Justement, quand tu dis, enfin, on se tutoie depuis un moment déjà, quand tu dis qu'on écrit parce qu'on est lecteur, et en fait, justement, je me disais, est-ce que je vais étaler toutes ces gens, ces personnalités que j'adore, que j'aime et qui m'ont fait grandir, est-ce que je vais ennuyer, si tu veux, le lecteur? Et c'est là qu'en découvrant ton livre, voilà, je précise un peu ça, je me suis dit que c'était possible, justement. Voilà. Et vous avez lu le livre d'Hajar Bali? Oui. Je l'ai lu. Et vous avez trouvé pas mal de correspondances Oui, j'en ai trouvé beaucoup. Je mets de côté pour l'instant les questions politiques, c'est-à-dire le fait de venir chacune d'un pays qui politiquement est toujours on a l'impression depuis un demi-siècle au moins, depuis plus longtemps, dans des sortes de convulsions, c'est-à-dire d'un pays qui vient de l'ex-monde colonisateur ou colonial, on va le dire comme cela. Sur la simple question plus littéraire ou plus existentielle, je crois que ce sont deux romans qui, chacun à leur manière, mettent en scène des quêtes existentielles. Le personnage de Slim, dont tu as commencé à parler, pour moi est en effet l'un des personnages les plus intéressants, puisque c'est celui qui, dans le roman, n'arrête pas d'être en tension, n'arrête pas d'être en conversation, n'arrête pas de chercher une sorte de conversion, soit pour lui-même, soit pour les autres. Les grandes questions philosophiques qui traversent le roman viennent de lui. Même si les autres aussi en portent, mais c'est lui qui manifeste le plus clairement. Et surtout, c'est lui qui écrit. Les carnets, parce que dans le roman, au milieu de la narration, des voix qui comme ça s'élèvent, il y en a plusieurs. Il y a des petits blocs que j'ai beaucoup aimés, des petits fragments qui sont italisés, donc écrits en italique, qui sont les questionnements intérieurs ou écrits de ce personnage de Slim. Et c'est assez intéressant parce que, je le disais aussi tout à l'heure, c'est un personnage
déclenche d'abord, je pense, une sorte d'agacement ou qui suscite le rire, qui appelle comme ça la raillerie, mais qui, à mesure qu'avance le livre, devient plus grave, plus profond, plus tragique. Et il a une certaine dérision sur lui-même aussi. Dans le roman, je pense que c'est celui qui a aussi le plus d'autodérision. Et ça me plaît aussi, ça m'a beaucoup plu. Je vais lire une phrase justement de Slim. À un moment, il dit « La vie n'est que vanité, songe Slim, et moi, comment vais-je finir? Je suis convaincu d'avoir, comme une fleur des champs, avalé toute ma part d'oxygène, de soleil et de bonheur, que mon printemps, rejoignant à toute allure mon été, me précipitera très bientôt vers l'automne. Je ne survivrai pas à l'hiver. » C'est quelqu'un de très torturé, Slim, hein, qui n'arrête pas de se poser des questions sur la vie, sur la mort, sur à quoi on sert, pourquoi on est là, mais aussi sur le savoir, à quoi sert le savoir. D'où il vous vient ce personnage? Comment il est né, ce personnage? C'est une obsession. Il est obsédé par toutes ces questions-là, y compris, comme je disais tout à l'heure, des filiations, de tout cet héritage qu'on découvre en nous. Et d'où il vient, je pense que j'ai vu autour de moi ces dernières années beaucoup de gens qui étaient beaucoup de personnes autour de moi qui étaient dans ce genre de questionnement. Est-ce que ce qu'on est, est-ce que la religion, quel sens elle a, qu'est-ce qu'elle nous apporte, d'où ça vient, tout ça, quoi. Nos origines africaines, méditerranéennes, arabes, tout ça, tous ces questionnements j'ai l'impression qu'ils se posent maintenant, aujourd'hui, de plus en plus crûment et avec autant de désordre que dans la pensée de Slim. C'est pour ça que j'essaie de la transmettre de cette façon. Les Algériens se posent beaucoup de questions sur parce que forcément, ils sont tellement dans une... C'est une nouvelle phase de construction. Ouais. Je me dis, on en a fini avec... on en a fini, mais je veux dire... La période coloniale, la période de fin de la guerre d'Algérie a été traitée, mais longtemps a été discutée. Ça continue encore. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle a vraiment été traitée? Parce qu'on voit bien que, malheureusement, les derniers événements politiques entre la France et l'Algérie, on sent que c'est toujours pas terminé, c'est toujours pas réglé. Il y a des aspects qui sont réglés, d'autres qui sont justement en phase de l'être. Je pense que c'est pour ça que ça provoque tout. Oui, absolument. Oui. Et en même temps, il y a un désir chez les plus jeunes, y compris chez Slim, qui a quand même plus de 40 ans, une envie de comprendre d'où nous viennent tous ces héritages. Et encore une fois, en dehors de la question coloniale. En plus je dirais plutôt, c'est-à-dire ce n'est plus des moins, mais c'est des plus. Qu'est-ce que c'est tous ces plus qu'on nous apporte? Qu'est-ce qui enrichit notre personnalité? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui? Ouais. Et du coup, ça donne quelque chose de très riche, toutes ces interrogations, toute cette quête. Il y a des dialogues formidables entre ces jeunes et entre Slim. Il essaye de leur inculquer, leur raconter. C'est extrêmement, extrêmement riche. Alors, puisqu'on a parlé de l'Algérie, des relations politiques entre la France et l'Algérie, on a bien sûr une pensée pour Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien qui est français, qui est toujours emprisonné. Vous le connaissez, Mohamed, vous avez eu, j'imagine, l'occasion de le côtoyer dans des festivals Oui, je l'ai rencontré à 2 ou 3 reprises et bien évidemment, j'ai eu une pensée pour lui parce que simplement, j'ai eu une pensée pour toutes les personnes. Les écrivains emprisonnés. Écrivains, militants, des journalistes, il y en a beaucoup qui sont emprisonnés en Algérie. Donc je l'inclus vraiment dans une histoire où des personnes, pour leurs opinions, quelles qu'elles soient par ailleurs, que je les partage ou non, sont enfermées pour ces questions-là. Et quand je pense à lui, évidemment, je pense à toutes les autres personnes qui, pour moi, évidemment, c'est symbolique, c'est un symptôme. Et la maladie, c'est d'abord celle de personnes qui travaillent, qui d'ailleurs ne sont pas connues. Boualem Sansal a la chance, d'une certaine façon, d'être connu, mais derrière lui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout connus, qui sont moins connus ici, en tout cas en France. Et là aussi, on voit comment les relations varient, enfin, la perception
varie selon qu'on est là ou là, mais globalement, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à son cas personnel parce que derrière, il y a beaucoup de choses. Mais bien sûr, je suis tout à fait opposé à ce type de pratique-là. Ouais. Vous le connaissez, Adjarbali Non, pas Sansal. Non, vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer. D'accord. Donc les jeunes, hein, dans vos 2 romans, ce sont des jeunes qui font bouger les choses, qui avancent, qui se posent des questions, encore une fois, qui ont envie de faire péter le carcan, ce carcan dans lequel ils sont. Et ça, c'est vraiment, pour vous, c'est important, cette jeunesse algérienne, c'est important. Enfin, il y a pourquoi mettre chaque fois au cœur de votre récit des jeunes gens comme ça? Parce qu'elle est très majoritaire, la jeunesse dans mon pays, quoi. Et je pense que, peut-être sans le vouloir, j'ai écrit comme quelque chose qui chronologiquement se complétait, quoi. C'est-à-dire que le Écorce se termine dans les années 2010 et Partout le même ciel reprend les... Mais avant les années 2010, il y a l'aïeul dont je te parlais tout à l'heure, donc la grand-mère, qui raconte 3 générations d'histoires que subissent les personnages. C'est-à-dire que mes personnages sont toujours des personnes ordinaires et c'est ces personnes-là qui font l'histoire, si vous voulez. C'est eux mes héros. Et l'histoire va les imprégner, et ce n'est pas le contraire. On va voir comment les événements historiques qui sont vécus dans le pays, comment ça les traverse. Voilà, c'est ça qui m'intéressait à chaque fois. Parce que vous disiez que les 2 romans étaient différents. Moi, de mon point de vue, si vous voulez, c'est encore la même quête, quoi, la même recherche. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes. Parce que d'abord, ils sont majoritaires, parce que c'est eux qui font l'histoire. Et c'est eux qui la vivent au quotidien. C'est eux qui prennent de plein fouet les crises économiques, les crises politiques, et qui seront demain ceux qui feront peut-être bouger les choses. Absolument, oui. Et ce livre, vous l'avez entamé, on s'était croisés quand vous étiez venu en France parler des Corses. Et donc, vous aviez eu une résidence à Paris, et c'est là où vous avez commencé à réfléchir à ce livre. Il y a eu une lente maturation avant que vous commenciez à l'écrire. Vous avez mis combien de temps à l'écrire à peu près? Entre 1 an et demi et 2 ans, à peu près. D'accord. Oui. Et vous, Mohamed, quand on lit un bouquin comme ça, on se dit, mais comment il a fait? C'est tellement... Voilà, c'est tellement foisonnant. Vous avez mis combien de temps à l'écrire? Mathématiquement, 3 ans. Je dis mathématiquement à dessein parce que, évidemment, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup revenir sur cette question-là. Adjarbali est mathématicienne. Oui, très important. De formation. Et ça m'a beaucoup intéressé pour un certain nombre de raisons. Mais 3 ans, mathématiquement, mais évidemment, l'âge des livres est toujours différent. En tout cas, l'âge profond, l'âge réel des livres est toujours différent de leur âge mathématique. Il y a toujours autre chose. Des livres qu'on écrit parfois en 6 mois ont mûri pendant des années, y compris d'ailleurs avant notre naissance, ce qui est tout à fait possible pour la simple raison que parfois nous écrivons des livres qui sont ce qu'on appelle élémentairement des romans familiaux. Et lorsqu'on écrit un roman familial, évidemment, la chose qui lie, en tout cas qui tient le roman familial, qui est souvent très banalement un secret, nous précède de décennies. Et évidemment, lorsqu'on l'écrit, il ne faut pas se croire que parce qu'on l'a écrit en 2 ans, l'écriture a 2 ans. Elle peut avoir des siècles, elle peut être née avant même qu'on l'ait imaginée. Bien sûr, parfois, les romans nous devancent et nous appellent. Et leur âge est un âge parfois beaucoup plus profond. C'est d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de la question de mon propre âge. Je me souviens que
pardon de verser dans l'anecdote mondaine. Le jour de la remise du prix Goncourt, je suis descendu du taxi et puis voilà, les micros, des perches qui m'éborgnent, des choses comme ça. Et la première question que j'entends, c'est « Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir eu à cet âge ?» Et très bêtement, je réponds, enfin bêtement, de façon aussi très presque magistrale comme ça, avec un pas aérien en survolant sur la mer des micros, je réponds la littérature est toujours beaucoup plus vieille que les auteurs. Et je dis ça en fendant la foule comme Moïse, ce qui était assez stupide quand j'y pense. Mais l'idée de fond, c'était que globalement, voilà, on écrit parfois, pas tout le temps, mais parfois, parce qu'il y a des textes d'urgence aussi dans lesquels la durée, bien sûr, compte, mais la plupart du temps, ouais. Et celui-là, il était en vous depuis... Je pense qu'il était là depuis très longtemps. Voilà, je ne saurais pas le dater exactement, mais il était là depuis Et une fois que vous y êtes mis, tout a jailli tout seul, ou ça a été douloureux? Vous avez fait des allers-retours, vous êtes dit que vous n'y arriveriez jamais, que c'était trop ample, que c'est... Oui, où c'est venu tout seul? Bien sûr, non, ça a pris beaucoup de temps, et les gens qui m'ont vu l'écrire, ça a pris beaucoup de temps, mais ça a provoqué beaucoup de doutes. Ça a pris plusieurs formes, c'était beaucoup plus long et foisonnant. Heureusement qu'on a ces gens qu'on appelle des éditeurs, qui sont des êtres terribles et formidables, qui sont là et qui nous accompagnent. Mais oui, ça m'a plongé dans des états à la fois désespérés, de grandes transes, de grandes joies, de grandes colères, de grands désirs et de grandes envies à un moment donné d'expulser un texte qui est là et qui finit presque par devenir un peu toxique à un moment. Parce qu'il finit par, psychologiquement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, c'est pour ce livre-là, c'est la première fois que ça m'arrivait, vraiment d'avoir un livre dont l'écriture me plongeait dans des cauchemars, des frayeurs nocturnes, des projections comme ça de figures tirées du roman, mais qui se projetaient dans ma réalité, quoi. Voilà, ça a fait ça un petit moment, ouais, mais ça, c'est des états que tout auteur, tout écrivain connaît, hein, la colère, on a envie d'envoyer son ordinateur à travers la pièce. Oui, on a envie de tout effacer. Et puis aussi d'exaltation, parfois, quand on a l'impression de tenir quelque chose. De satisfaction, en se disant « Waouh, c'est magnifique ». Oui, voilà. Puis on regarde, finalement, c'est un petit chapitre, c'est 3 lignes, mais on a l'impression d'avoir passé toute la soirée voilà, bon. Oui, ça doit être très pénible de vivre avec un auteur ou une autrice, je pense. Il y a un passage du livre d'Hajar qui m'a, c'est vraiment un de ces fragments de Slim, qui m'a beaucoup intéressé, parce que pour moi, c'est presque une métaphore de l'état dans lequel je suis, ou peut-être plus généralement beaucoup d'auteurs sont lorsqu'ils écrivent. C'est un petit passage où Slim, tu écris par Slim que en réalité, de mémoire, que les individus sont de l'infini enfermés dans du fini. C'est-à-dire on porte en nous un potentiel à la fois d'imagination, de réflexion, de questionnement, qui est infini, vraiment infini littéralement, mais qui est limité par nos possibilités, par notre corps, par les limites de notre esprit, et que globalement, il y a un état de bouillonnement comme ça. On aimerait tout penser, tout englober, tout aimer, tout embrasser, tout questionner, tout vivre. On aimerait vivre plusieurs vies, des milliers de vies, des millions de vies, mais que notre condition de mortel nous limite. Et ça, je m'étais dit, d'une certaine façon, à la fois comme lecteur et comme écrivain, c'est ce qu'on vit. On aimerait tout lire. Ça dépend. Mais globalement, on aimerait tout lire. Et on aimerait presque aussi écrire tous les livres qu'on sent en nous, qu'on porte en nous. Mais on est aussi limité par ce que nous sommes. Voilà.
Mais ça, c'est la magie des écrivains, le bonheur des écrivains qui peuvent justement vivre d'autres vies à travers l'écriture. Ça, c'est vrai, c'est une grande chose. Ça, c'est formidable. Oui. Et juste, Mohamed, comment on se remet d'un prix Goncourt? Comment on se remet de tout ce qui vous est tombé sur les épaules Est-ce que c'est facile ensuite de se remettre à écrire? Est-ce qu'on est totalement angoissé? Enfin, vous avez l'air d'être tout à fait normal. Mais non, mais c'est ça qui est. Je vous ai croisé 2-3 fois. Vous n'avez pas la grosse tête. Vous êtes resté normal et c'est vachement. Je ris parce c'est vachement agréable. Peut-être qu'on apprend à feindre. Hein. On apprend à feindre la normalité, mais que la pathologie est fatidique et que d'une certaine façon, il n'y a aucun moyen d'en échapper. D'ailleurs, l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné juste après, contrairement à la majorité des conseils qui étaient plutôt dans le sens de la sagesse, c'est-à-dire ne change pas, reste humble, quand même garde la tête sur les épaules, voilà, sois économe, ne parle pas trop, voilà, ne te laisse pas en brûler par les lumières, etc. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mec, brûle. Je veux dire, laisse-toi aller, fais ce que tu as à faire, fais tout ce que tu as envie de faire, perds la tête si tu veux, deviens fou, sors de l'espèce de l'étriquement, parce que tout le monde va vouloir voir est-ce que tu vas changer, est-ce que tu vas pas changer, est-ce que tu vas changer d'avis, d'amis, de mode de vie, etc. Fais ce que tu as à faire. Voilà, si tu as envie de claquer, je sais pas quoi, fais des dépenses somptuaires, fais des choses. Voilà. Donc voilà, et je pense que c'est l'un des... Évidemment, ça prend différentes formes. Et c'est ce que vous avez fait? C'est-à-dire que la folie ou la chose, il faut la mettre dans des choses, des activités, des choses très, très étranges que vous n'aviez pas l'habitude de faire avant. Donc, après avoir un peu tâtonné, j'ai trouvé l'espace où je déverse... votre folie? Oui, pas folie, mais oui, en tout cas, une sorte de... Pour le reste, c'est le temps. Oui, c'est le temps. Et puis, heureusement, la famille, les amis, les livres, toujours, parce que la meilleure façon de rester, d'être ramené à la réalité très petite de ce qu'on est comme auteur, c'est de lire les livres qu'on a aimés, parce qu'eux vous remettent toujours à votre juste place. Lire et relire, vous relisez beaucoup? Oui. D'ailleurs, je trouve qu'avec avec l'âge, hein, de plus en plus, j'élimine beaucoup de choses parce que j'aime retourner aux choses que j'aime. Donc ça m'arrive de relire. Bon, d'ailleurs, je vais pas aller jusqu'au snobisme de dire que je ne fais que relire. C'est pas vrai. Je lis beaucoup, je découvre beaucoup de choses parce que ça m'intéresse. Mais globalement, il y a beaucoup de livres que je relis souvent. Et c'est toujours un bonheur parce que c'est ce qui me fait oublier tout le reste. C'est ce qui me fait douter d'un livre qui est déjà écrit aussi. Parce que c'est aussi important. Voilà. Hadjar Bali, il y a beaucoup d'amour aussi dans votre livre, beaucoup d'amour, tous les amours possibles. Il y a l'amour-passion, je le disais, celui qu'on ressent tout le temps, pas seulement à 17 ou 18 ans, il peut vous tomber dessus à n'importe quel âge de la vie. Il y a l'amour filial, hein, qui est très important. Très très important. Il y a l'amour de la terre d'Algérie, de l'Algérie. Je pense à ce passage où Slim emmène voir des peintures rupestres pour raconter à ces deux jeunes d'où ils viennent, d'où vient ce pays, qui l'a façonné, et oui, c'est quelque chose que vous aviez envie de... C'est quelque chose que vous avez en vous ou bien quelque chose que vous aviez envie de raconter? Oui, je pense que c'est une réalité, quoi. L'amour conduit à la création
ce voyage vers les gravures rupestres, c'est un peu un voyage vers l'origine du monde, qui est amour aussi, quoi. Parce que là, ils vont voir une sculpture qui représente un couple d'amoureux, donc les amoureux timides. Depuis toujours, depuis toujours, l'amour a été, a conduit un peu les hommes et les femmes, enfin les humains, vers le meilleur, quoi, pour les grandir toujours. Et ça me paraît une évidence, quoi. Il y a une phrase du roman qui est très simple, mais qui résume tout ça. C'est à un moment, je ne sais plus qui dit ça, il dit Dieu est amour. Non, c'est l'amour, c'est Dieu. C'est une phrase, c'est une sorte comme ça de fusion entre le vertige de l'amour et le vertige que représente, le mystère aussi que représente la question du divin, qui traverse aussi le texte. Et j'ai trouvé que c'était une équivalence qui pouvait s'entendre. Les religions imposaient l'idée que Dieu est amour, c'est-à-dire que, en tout cas le christianisme en particulier. Mais inverser la proposition et dire l'amour c'est Dieu, c'est pas exactement la même chose. J'ai trouvé ça assez sympa de penser l'amour à la matière, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a toujours existé de toute éternité, en fait. C'est un peu ce qu'il voulait dire. C'est comme Dieu, l'amour. Ouais. Et les mathématiques, alors, ça vous inspire beaucoup, parce qu'en effet, vous avez enseigné longtemps les mathématiques. À quel niveau J'enseignais à l'université. À l'université, oui. Donc c'est vraiment très 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 haut niveau. Donc vous êtes une tête, quoi, en gros. Et non. Et ça vous a nourri, ça vous a beaucoup nourri. Oui, on me dit que, oui, c'est vrai que quand j'écris, je pense beaucoup en mathématiques. Je pense au raisonnement, je pense à une forme de raisonnement, de logique dans la structure narrative que j'essaye aussi de dépasser, et cette question de l'infini qui est enseignée en mathématiques, cette bouteille de Klein que décrivent les mathématiciens, qui est une bouteille de volume infini, mais qui est une bouteille quand même, qui est là, qui existe. Et donc ça mène à des paradoxes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'infini finalement, on ne sait pas le définir réellement. Et donc j'aime bien, et voilà, j'aime bien ce genre de vertige, et on le trouve beaucoup dans les mathématiques. Voilà, et j'en abuse peut-être un peu aussi. Oui, moi ça m'intéresse depuis très longtemps, pour d'abord des raisons tout à fait biographiques, qui sont que moi je suis nul en maths, et depuis très longtemps. Cependant, comme toutes les personnes très nulles... Vous étiez quand même un excellent élève, hein, je crois. Sauf en maths. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, sauf dans beaucoup... Enfin, c'est une légende, c'est un peu une légende, ça, l'excellence scolaire. Mais la question des mathématiques m'intéresse aussi beaucoup parce que j'ai toujours l'impression qu'elle renferme une sorte, non seulement de perfection, que toutes les personnes que je connais qui sont un peu obsédées par l'idée de la perfection ont d'une façon ou d'une autre un rapport avec les mathématiques. En tout cas, vont chercher à un moment donné une réponse là. Mais ce qui m'intéresse comme écrivain, c'est surtout la façon dont les mathématiques se traduisent dans l'écriture et dans une langue. J'ai déjà lu des choses, j'ai passé beaucoup de temps à lire des choses sur le rapport, par exemple, entre les mathématiques et la morale, c'est-à-dire les grands moralistes. Le fait, par exemple, qu'être un moraliste, c'est aussi savoir formuler une pensée presque chiffrée, dans le fait de dire en peu de mots, avec un équilibre, quelque chose qui a presque une perfection mathématique. Parce que c'est une formule. C'est-à-dire, il y a le mot formule qui sert à la fois aux mathématiques, mais aussi à la formule philosophique, à la maxime, à la sentence. Et il y a eu des études assez intéressantes sur ça. Du reste, étant un admirateur et lecteur de Borges, je ne peux pas éviter cette question-là, parce que c'est quelqu'un qui est toujours fasciné par les mathématiques, par à la fois leur perfection, je l'ai dit, leur mystère, et le fait que dans les mathématiques, il y a un mélange d'abstraction, mais aussi de choses très concrètes. C'est que globalement, si on part du fait, et
tu le dis dans le roman, c'est d'ailleurs un des motifs, que globalement, il y a un point. Et que ce point pourrait renfermer le monde, puisqu'il est tout point est constitué d'une infinité de points, et qu'un point est le monde, ça donne lieu à des réflexions qui sont assez vertigineuses. La question quantique arrive à un moment donné aussi, et donc tout ça, et j'ai même retrouvé des choses que j'ai découvertes chez Borges, justement, et auxquelles je me suis intéressé, sur ce qu'on appelle les paradoxes éléatiques. C'est-à-dire le fait, par exemple, que le philosophe Zénon d'Élée a énoncé un certain nombre de paradoxes comme ça, et l'un d'eux apparaît dans le roman. Achille, le grand guerrier grec, court derrière une tortue. Et sur une distance de 100 mètres, Zénon d'Élée formule le paradoxe sur lequel, en fait, Achille, aussi rapide qu'il soit, n'arrivera jamais à rattraper la tortue. Et donc, comment? C'est un des paradoxes éléatiques que d'ailleurs, je pense, la physique quantique a résolu. En tout cas, bref, je ne suis pas très... Mais voilà, c'est une question qui m'a passionné. Est-ce que je l'aurais repéré si je ne savais pas que tu étais mathématicienne? Ça aussi, c'est une question, c'est un objet de rêverie, mais le sachant, je n'ai pas lu le livre de la même façon. Mais bon, ça, ce sont des choses qui... Et voilà. Parce que je pense que les mathématiques sont aussi un langage. Une de mes obsessions en écriture, c'est d'essayer de formuler des choses autrement que par la langue elle-même, qui parfois n'est pas suffisante, enfin n'est pas... Oui, c'est ça, ne peut pas transcrire certaines idées ou certains concepts. Les mathématiques, pour moi, sont un moyen d'y arriver, comme la musique aussi, ou même la poésie. Et c'est une de mes recherches, c'est un des travaux dans lesquels je suis même plus que passionnée. Racontez-nous ce point, justement, qu'évoquait Mohamed. C'est vrai que c'est un passage intéressant. Oui, parce qu'on ne peut pas définir un point. On ne sait pas ce que c'est qu'un point. À partir du moment où on trace un point, il y en a une infinité, quoi. On ne peut pas dire qu'il y a un seul point à l'endroit où on a pensé avoir tracé un point, dessiné un point. Et je me souviens qu'à l'école, quand on dit comment définir le point en mathématiques, il suffit de lancer son crayon sur le... Et voilà, ça dessine un point. Et après, plus tard, on comprend que c'est une surface infinie qui contient une infinité de points. Il n'y a pas moyen de compter le nombre de points qui se trouvent à l'intérieur. Et à partir du point va se dessiner aussi un trajet, donc une trajectoire, un chemin. Et voilà, donc voilà, l'idée c'était d'amener cette question des trajectoires qui font que les gens se croisent, que les gens peuvent avoir à un moment donné se rencontrer en un point justement de leur existence, ou pas, ou rester toujours dans des mondes parallèles. Les probabilités, voilà, tout ça, cette géométrie qui décrit aussi le monde autrement que par des mots. Oui. Et ça vient quand vous écrivez, c'est du ressort de l'inconscient, c'est-à-dire que vous vous rendez compte après coup que vous avez suivi des logiques presque mathématiques, ou est-ce que vous y pensez avant d'écrire? Comment ça influe sur votre écriture? Je pense que j'y pense dès le départ quand j'écris. Oui. Comment vous travaillez Je trouve que celui-ci est alors, j'avais adoré Écorce et j'adore toujours, mais c'est vrai que l'écriture n'est pas totalement la même. Je trouve que c'est une écriture plus mûre, plus travaillée. Est-ce que vous avez particulièrement travaillé les mots, les phrases? Je crois qu'on a toujours un peu la peur, quand on a déjà écrit un roman, de ne pas sombrer dans quelque chose de pire, quoi, de moins intéressant, de moins écrit. Et c'est vrai que je l'ai plus travaillé, et en même temps en prenant toujours beaucoup de précautions. C'est pour ça qu'encore une fois je dis que le roman de Mbougar m'a aidé en cela. C'était de ne pas y jeter tout ce que j'avais envie de mettre, quoi. Et donc je crois que c'est un peu ce qu'on dit, c'est ce qui arrive souvent au deuxième roman. Et voilà. Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, c'est ça. Alors, il y a beaucoup d'amour dans vos livres, hein, et vous, il y a beaucoup de sensualité, Mohamed, dans vos livres. Et alors,
dans une interview à Libé, j'ai retenu cette phrase. Toute écriture procède d'un désir qui n'est pas qu'intérieur. Il y a une érotique de l'écriture, une façon d'avoir une relation sensuelle au monde. Vous vous souvenez avoir dit ça? Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là? Hein, c'est ça? Oui, il y a prescription, de toute façon. S'il y a prescription, c'était en 2021, ça a été écrit, donc, oui, il y a voilà. un petit moment. Donc là, c'est bon. Mais oui, après, je pense de toutes les manières que les mots ne sont pas, les phrases ne sont pas des objets un peu célestes, très lointains. Je ne pense pas. Je crois qu'ils sont très proches et ils sont physiquement nous remuent. Je pense d'abord que c'est très personnellement que j'ai un rapport sensuel aux phrases. Et il y a toujours la recherche de l'électricité, je trouve. Une belle phrase provoque toujours un frisson. Vladimir Nabokov, que j'aime beaucoup, et qui m'agace pour beaucoup d'autres raisons, le dit. Il n'arrête pas de dire dans ses cours de littérature que ce qu'il recherche, ce qui fait pour lui la qualité d'un bon écrivain, d'un écrivain de génie. Bon, il emploie des mots comme génie, des mots qui sont un peu, comment dire, difficiles, enfin, qu'on peut révoquer aujourd'hui, qu'on bannit de notre vocabulaire horizontal. Mais lui, il est très vertical. Il dit souvent que ce qu'il recherche, c'est le frisson qui court le long de la moelle épinière. Et que c'est ça, pour lui, la définition quasiment du génie. Et c'est très étrange de voir chez un écrivain pareil, c'est-à-dire quelqu'un de très brillant, qui pourrait théoriser des choses, et qui d'ailleurs le fait. C'est très étrange de voir qu'à la fin, il en revient à des sensations quasiment physiques pour décrire ce qui fait une phrase de qualité, de valeur, à savoir un frisson, une électricité, quelque chose qui vous traverse. Et ça, je pense que j'ai ce rapport-là, et que, d'une certaine façon, oui, les mots doivent d'abord contenir une forme d'électricité dont la différence avec l'électricité qui nous parcourt pendant un acte de sensualité me paraît, oui, je ne la vois pas tout à fait. Je pense que c'est exactement le même... oui. C'est exactement la même sensation. C'est pour ça que oui, je pense qu'il faut rester très physique. Et que cette séparation me paraît toujours un peu factice entre ce qui serait poétique ou intellectuel ou cérébral et le corps de l'autre côté. Pour moi, c'est un voilà, c'est un tout. Pour moi, cela procède de la même érotique, en effet. Ce mot-là, je le garde. Hein, oui, c'est beau, la même érotique. Vous ressentez ce genre de choses quand vous écrivez? Oui, en tout cas, je le sens en lisant Mohamed Bougar Sarr. Maintenant, pour moi, je ne sais pas. Il me semble que oui, aussi, qu'il y a quelque chose de physique dans l'écriture, hein, qu'on ressent vraiment, qu'on a... on a la même, voilà, le même trouble parfois en écrivant ou en lisant aussi. Pardon, mais il ne faut pas l'oublier, mais dans Partout le même ciel, il y a l'un des premiers auteurs qui apparaissent, c'est Nietzsche. Puisque Slim, qui est un ancien prof de philosophie, oui. Parle de Nietzsche à ces jeunes-là, et c'est elle, donc la fille qui commence à lire. Et je pense que c'est le Gai Savoir. Oui. Pour moi, ce n'est pas anodin non plus sur la question du rapport entre le poétique et le corps, parce que Nietzsche, globalement, c'est vraiment aussi ça. Et c'est d'ailleurs ce qui est décrit dans le roman, puisque le personnage de Wafa, de Wafa décrit ça. Il dit « Je ne comprends pas tout, je ne prends pas tout », mais il y a des choses qui... Voilà. Et globalement, elle est en train de décrire la sensation que Nietzsche produit. Oui, oui. Non seulement Nietzsche produit ça, mais Nietzsche lui-même n'arrête pas de... Enfin, en tout cas, dans beaucoup de ses textes, il y a une présence du corps. C'est presque la révocation de la vieille idée platonicienne, des idées, etc., pour imposer un corps, y compris un corps blessé, un corps malade, un corps... qui ressort plus fort, comme disent tous les
Oui, tous les magazines, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, etc., etc. Bon, voilà, on en est là. Tout ça, c'est du Nietzsche. oui, oui. C'est du Nietzsche dégradé. Mais c'était important qu'il soit prof de philosophie, le Slim. C'était pour amener toutes ces réflexions-là. Oui, je pense, parce que oui. Il fallait qu'il ait lu beaucoup d'auteurs, de philosophes, qu'il ait lu aussi beaucoup de poètes mystiques. Et donc, voilà, pour moi, il fallait qu'il ait un certain savoir dans ce domaine-là, oui. Et c'est vrai que, comme disait très justement Mohamed, au début, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il la ramène au début, on l'aime pas, ce type, parce qu'on a l'impression qu'il en fait trop, il veut étaler son savoir. Et puis, au fil des pages, on finit par s'attacher à lui, par voir que derrière tout ça, il y a... C'est quelqu'un qui vit chez lui, qui sort pas, qui n'a pas absolument, qui n'a aucune vie sociale. Et à part sa vieille mère. Voilà, il est plein de tous ses livres, et donc il est persuadé d'être dans le vrai. Et quand il découvre ces jeunes qui, eux, au contraire, vont l'encourager à sortir, à voir le monde, et c'est en découvrant le monde qu'il on va dire, je sais pas comment dire, se bonifie, mais en tout cas, il devient plus humble, et qu'il rejoint ces jeunes-là dans un désir d'humilité, oui, et de vérité. Et ces jeunes-là... Ils ne sont pas que théoriques. Voilà. Et ces jeunes-là, finalement, plus ils avancent, plus ils avancent dans le savoir, plus ils acquièrent de savoir, et plus leur vie est difficile, presque, non ? Je ne sais pas, je ne dirais pas ça, mais plus, en tout cas, au contraire, même, ils ont oui, ils se posent des questions. Ils sont plus dans le vrai, et donc plus dans la... Oui, il y a des risques. Quand on veut vivre, ils comprennent qu'il y a un risque dans le désir de vivre. Voilà. Mais ils sont prêts à le prendre, c'est ça. C'est ça qu'ils apprennent avec lui, c'est ce que leur transmet justement Slim. Et ce qui est formidable dans ce roman d'Adjar Bali, c'est que c'est bien sûr pas un roman politique, et c'est aussi un roman politique parce que ça parle de l'Algérie d'aujourd'hui, mais ça ne se présente pas comme un roman politique, mais ça l'est beaucoup. Et c'est ça qui est formidable, c'est que ça raconte, ça parle de politique, mais à travers des gens de la vie ordinaire, des jeunes, un prof de philo un peu paumé comme Slim, et c'est ça qui est formidable. Et d'ailleurs, ça se passe pas ça se passe pas à Alger, ça se passe dans une petite ville, ça se passe. Non, ça se passe à Alger. Ça se passe à Alger. Pourquoi j'avais cette Hormis le voyage qu'ils font. Oui, c'est ça. À un moment, ils partent. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est merveilleux, c'est de raconter ces gens ordinaires en Algérie dont on parle assez peu, qui sont finalement assez peu représentés. Et ça, c'était important pour vous. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, je n'avais pas envie, par exemple, il y a dans la dernière partie, on va dire peut-être, où on parle du Hirak, de ce grand moment de révolte, voilà, où il y avait des millions de personnes dans les rues. Qui descendaient dans les rues, c'était entre 2019 et 2021. 20, oui. Jusqu'au 20 jusqu'à la pandémie, oui. Je sais plus. Attendez ça, j'ai un trou. Le Irak, à la fin du livre, quand vous parlez du Irak... Oui, voilà. Donc, je n'avais pas envie d'être dans le discours idéologique ou dans l'envie de dire ce que c'est pour moi le Irak. Moi, je sais ce qui m'a apporté. Je n'ai pas envie... Vous avez participé au Irak. Vous êtes descendu aussi dans les rues. Oui. Je ne voulais pas faire un discours politique, mais je voulais montrer des personnes, enfin, c'est ces trois personnages dans ce mouvement-là. C'est-à-dire voir l'effet qu'il avait sur eux en tant que personne et ce que eux voyaient de Hirak. Donc à aucun moment, pour ceux qui s'attendraient peut-être à voir une analyse de ce mouvement-là, il n'y en a pas, quoi. C'est juste des gens qui sont en train de vivre un moment particulier de l'histoire. Et c'est ça qui m'intéressait plus, quoi. Et c'était justement la force de ce mouvement, le Irak, c'est qu'il y avait des gens de
tout, qui venaient de partout, et de tous les milieux sociaux. Ça devait être... On avait l'impression qu'il n'y avait plus de clivage, que beaucoup de choses que beaucoup de fausses idées qu'on avait les uns sur les autres, par exemple. Parce qu'après les années, ce qu'on appelle la guerre intérieure... la décennie noire. Il y a eu un semblant de calme, mais qui était dans lequel la population était dans une espèce de méfiance les uns envers les autres. On ne savait pas trop qui était son voisin. Voilà, celui-là, il fréquente telle personne. C'était une guerre civile, c'était une vraie guerre civile. Oui, complètement. Et donc, à partir de là, se sont créés des espèces de faux clivages, j'ai envie de dire. On s'en est en tout cas rendu compte au moment du Hirak, puisqu'on s'est tous retrouvés dans les rues et qu'on a pu parler, qu'on a pu se rencontrer. Je pense que ça a été un moment très très fort dans la population, que ressentent d'ailleurs les trois personnages. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que les deux jeunes, Wafa et Adel, décident de ne pas émigrer, changent d'avis sur leur envie d'émigration. Et on a su, je ne sais pas si c'est vrai, qu'à ce moment-là, il y avait eu pratiquement pas de départ dans les barques de Haraga, parce que les gens vraiment avaient l'impression de construire, d'être acteurs de leur vie enfin, et d'être tous ensemble. Et les méfiances, beaucoup de choses étaient tombées, beaucoup de clivages. C'est ça qui est très intéressant, en effet, c'est qu'au début, ils veulent aussi récupérer un peu d'argent parce qu'ils veulent partir, ils veulent quitter le pays, ils n'en peuvent plus. C'est une obsession, notamment pour Adel, qui était un peu chômeur, qui n'avait rien fait, qui avait raté ses études. Et qui voulait offrir à Wafa une vie décente. Et tout à coup, les Irak, ça leur donne un sens, ça donne un sens à rester dans ce pays. Mais du coup, ça a dû être terrible, vous qui avez vécu ça de l'intérieur, quand la pandémie a stoppé ce mouvement, cette révolution en cours. Ça a dû générer beaucoup de frustration chez les gens. Ce qu'on appellerait peut-être la contre-révolution. Mais voilà, c'est pas fini. Et à propos de politique, sans vouloir parler de politique, mais quand même, vous arrivez, vous, écrivain, à rester comment dirais-je, à vous protéger des fracas du monde, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, un peu partout. Et où est-ce qu'au contraire, ça vous nourrit, ça vous inspire, ça vous donne des pistes, des envies d'écriture, ou est-ce qu'au contraire, vous auriez plutôt tendance à tout couper et à vous en abstraire pour mieux vous plonger dans le romanesque, dans l'évasion, dans autre chose. Vous, par exemple, Mohamed? Moi, non, parce que de toutes les façons, je crois qu'il n'y a jamais d'évasion possible du monde dans lequel on vit. Et même lorsqu'on feint de s'en évader, il nous rattrape sous d'autres formes, en général plus violentes d'ailleurs. Plus on tente de se protéger des horreurs du monde, et plus elles reviennent, plus violemment elles reviennent sous d'autres formes. Donc non, je ne pense pas m'en évader, ni par la lecture, ni par l'écriture d'ailleurs. Même si ce qui peut se passer dans le monde aujourd'hui comme injustice, comme horreur, comme violence, comme génocide, ne me donne pas envie d'écrire, en tout cas comme romancier. Je n'ai pas envie d'en faire un sujet, par exemple. Si j'écris à propos de tous ces faits et toutes ces horreurs, c'est plutôt sous le mode de l'intervention, de la prise de position. La prise de position, signer une pétition. Voilà, signer des pétitions, etc. Même si, bon, j'ai un rapport très contrarié à la notion même de pétition. Mais bon, parfois, on les signe. Et on en parlait tout à l'heure, celle que vous avez signée avec d'autres écrivains dans Libération au printemps, qui disaient il faut dire que c'est un génocide. Il faut dire prononcer le mot. Mine de rien, elle a eu pas mal d'impact. Enfin, malheureusement pas. En disant la phrase, en m'entendant, j'ai compris que non, elle n'a pas eu d'impact là-bas, mais elle a eu un impact ici. Oui, je pense. Mais dans le même temps, c'est toujours ça aussi
les limites des pétitions, je pense. Il y a des limites très personnelles, mais qui sont presque des snobismes, et j'ai honte je ne les étalerai pas ici. Mais à ces limites-là, c'est-à-dire le fait de se dire, oui, ça produit ça, mais en même temps, ça n'arrête rien, ou ça ne fait rien bouger, et que l'horreur est aussi très ironique, c'est que parfois, c'est dès le lendemain même qu'il y a une flambée assez terrifiante aussi. Et là, on cherche d'autres modes d'intervention, on cherche d'autres modes d'action. Est-ce qu'il faut... Voilà, ce sont de très vieilles questions, bon, que personne, je pense, n'arrive à résoudre, puisque quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, l'insuffisance, le sentiment d'insuffisance nous attend. Et ce, même quand on va sur le terrain et qu'on s'engage, comme on dit, qu'on se bat, voilà. Quel que soit le mode d'intervention, l'insuffisance guette. Voilà. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai retenue c'est-à-dire des personnes, d'intellectuels ou d'artistes, d'écrivains, qui se sont engagés dans des luttes très concrètes. Par exemple, dans un certain nombre de guerres de libération en Amérique latine. Je parle de l'Amérique latine parce que c'est une zone dont la littérature me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de poètes, jeunes poètes en général, qui se sont engagés, qui se sont battus pour des guerres, et qui l'ont fait dans plusieurs pays, qui se sont engagés à un moment donné au Guatemala, ensuite au Salvador, ensuite au Chili, etc., etc. Qu'est-ce qui ressort de la plupart de leur poésie à un certain moment? C'est ce sentiment qu'il y a de l'insuffisance, y compris quand on dit que la poésie écrite ne suffit pas et qu'il faut la vivre en révolté et qu'on s'engage, etc. Il y a toujours un moment où on se dit que même ça ne suffit pas. Ce n'est pas une raison de désespérer, ce n'est pas une raison d'arrêter d'écrire, d'arrêter d'intervenir, d'arrêter d'aller sur le terrain, d'arrêter d'appeler à l'arrêt, voilà, des horreurs. Mais globalement, il faut vivre avec ça, avec cette sorte de mélancolie-là. Mais c'est une mélancolie qui est aussi productive. Il ne faut pas qu'elle devienne paralysante, il faut qu'elle devienne productive dans le combat et dans le fait de toujours l'engager, quelle que soit la forme qu'un combat appelle pour nous. Ce sentiment, j'y pense, en fait, c'est Écorce qui ne se passe pas à Alger. C'est pour ça que je me suis emmêlé les pinceaux dans les deux. C'est Écorce qui se passe dans une petite ville d'Algérie. Voilà. Je me demandais comment j'avais pu faire une erreur pareille. Et, ce sentiment d'insuffisance, vous le ressentez aussi? Ah oui, complètement. Moi, je sais que pendant longtemps, il y a eu la sidération, comme on dit, et puis là, un moment des sentiments de violence qui me prenaient, quoi. Et je me disais, heureusement que j'ai fini d'écrire le livre, quoi, parce que peut-être que j'aurais pas été capable de maîtriser une certaine violence qui était très forte et beaucoup de colère, quoi. Et parce que je pense qu'il faut quand même attendre un peu d'être capable de plus voir les choses qui arrivent, comme tu dis, pas écrire une fiction, mais essayer d'analyser ce qui arrive, essayer de comprendre et d'y apporter un minimum enfin, chercher l'humain là-dedans, quoi. Où est l'humain dans toute cette histoire? Et c'est toujours comme ça. Dans le livre, je sais que quand je raconte voilà, la mise à l'exécution d'un poète mystique, El-Hallaj, et tout de suite me rattrape un traumatisme qui a eu lieu dans mon pays, et je fais dire à Slim, ça me rattrape à ce moment-là en l'écrivant, et je fais dire à Slim, mais quel est le pays qui n'a pas honte, qui n'a pas eu dans sa vie, quelle est la nation qui n'a pas eu honte? Et là, j'ai envie de dire, mais enfin, le monde entier devrait avoir honte, quoi, de ce qui arrive. Mais en même temps, je ne peux pas le dire comme ça et m'arrêter. Je m'inclus, je n'écris rien, je ne fais rien, je ne fais pas de pétition. Mais où à quel moment je vais pouvoir dire des choses plus sensées qui vont à la fois m'aider, parce que égoïstement, c'est d'abord moi que je veux aider à comprendre l'humain. Encore une fois, je cherche où est l'humain dans toutes ces histoires-là. Et donc, il me faudra du temps, mais je pense que j'aurais envie à ce moment-là de le raconter. Ouais. Et justement, vous avez déjà une envie une envie d'écriture à nouveau?
Pas à fond, quoi, un petit peu, oui. Oui, j'ai des petites envies, mais bon, rien de très concret, rien de très sérieux encore. Mais ça commence à cheminer. Oui, oui. Oui, oui. Et vous écrivez toujours des pièces de théâtre? Oui, j'en ai écrit une que j'ai perdue, mais que je vais reprendre. Mais oui. Que vous avez perdue, c'est-à-dire? Parce que je me suis fait voler mon ordinateur et je ne sais pas. Vous n'aviez pas de... Non, je ne sais pas mémoriser les choses, quoi. D'habitude, je m'envoie par mail. Mais bon, la pièce est perdue, mais c'est pas mal parce qu'entre-temps, j'étais en train tout le temps de re-questionner certains passages et je sais très bien comment je vais la reprendre. Voilà. C'était une pièce radiophonique que j'avais imaginée pendant la période du confinement en me disant peut-être qu'on sortira plus de chez nous. Il faudra peut-être inventer des pièces de théâtre sonores, quoi. Et avec beaucoup de travail sur le son, sur les sons et sur les voix. Et voilà, je pense que celle-là, je vais la reprendre. Ça, c'est une petite urgence tout de suite, mais voilà. Et il vous arrive même d'être comédienne, je crois. Oui, j'ai entendu dire. Très, très, très... Non, minable petite comédienne. le réalisateur est là, l'un des réalisateurs avec qui j'ai travaillé. Voilà. D'accord, c'est pas quelque chose qui vous... Non, c'est juste un petit coup de main que je peux donner aux potes, quoi, aux amis qui réalisent, quoi. En Algérie, on fait tous tout, quoi. On réalise, on écrit les scénarios, on se partage les rôles, on maquille les comédiens, enfin bref, on fait tout ça ensemble. Voilà. Ouais. Et Mohamed, alors, quand est-ce qu'on vous lit? Moi, je suis très admiratif de cette façon de reprendre un manuscrit perdu. C'est une force... Ça vous est déjà arrivé? De perdre un manuscrit, oui. Et d'ailleurs, après, je ne l'ai jamais repris. Bon, d'abord parce que je trouve que ça nécessite une grande force, une énergie que je ne me connais pas. Et puis, parce que c'était mauvais. Donc, j'étais presque soulagé de l'avoir perdu. Avec les années... Mais oui, c'est un peu ça ce qui... Voilà, j'étais presque soulagé, mais bon, bref. Et puis, quand est-ce qu'on me relit? Bon, ben ça, je n'en ai absolument aucune idée, vraiment. Mais il y a quelque chose en cours? Tout dépend de ce qu'on appelle quelque chose, mais quand dans les rencontres publiques ou même parfois avec des amis, quand on me pose cette question, parce que on commence quand même, je sens une petite pression, pas une pression, mais un petit truc comme ça. Si, non, mais il y a une pression. Parfois, de temps en temps, voilà, on me pose la question et je vérifie toujours que l'un de mes éditeurs n'est pas derrière moi. Parce que là, si je suis honnête, je leur donne un arrêt cardiaque, surtout à l'un d'eux, qui est Philippe Ray. Je sais pas, et non, c'est très lent. Je dis toujours au début, je le disais en m'amusant, en plaisantant. Mais ces derniers temps, c'est presque réel. Je disais au début, presque par pause, je disais, moi, je suis en train d'imiter l'écrivain Albert Cosseret, grand amateur et grand prophète de la paresse et du dandysme et du fait de ne rien faire, d'ailleurs dont les titres sont presque des programmes, Les fainéants de la vallée fertile, mendiants et orgueilleux, etc. Et Albert Cosseret, l'Égyptien, à un moment donné, franco-égyptien, disait, en tout cas avait fait courir la légende qu'il écrivait, et c'était largement suffisant, une phrase par jour. Et donc, au début, je disais ça. En fait, non, j'écris une phrase par jour. C'était par pause, je faisais semblant, j'écrivais plus que ça. Mais quand même, depuis quelque temps, je ne suis pas loin d'une phrase par jour. Bon, ce sont en général quand même des phrases un peu longues, mais ça peut suffire à remplir ma journée. Et à la fin, Et à rassurer votre éditeur. Et à rassurer mon éditeur qui a fini, je pense, par se résigner à l'idée que, bon, finalement, c'était pas si mal, tant que ça a avancé. Voilà. Mais bon, je ne désespère pas d'arriver au bout d'un projet. Oui. Bon, bah écoutez, on va terminer là-dessus, sur l'espoir.
Hein, l'espoir de continuer à vous lire, Hadjar Bali, parce que vraiment, moi, ça y est, je suis totalement accro. Ah ouais, moi j'attendais ce livre-là avec, je crois que l'éditeur peut en témoigner, avec beaucoup d'impatience, et parce que j'avais tellement aimé Écorce et j'ai beaucoup aimé Partout le même ciel, et donc j'attends avec impatience le prochain. En plus, il y a tellement de... Voilà, l'Algérie, il se passe tellement de choses, il y a tellement de choses à raconter. On a vraiment besoin que vous continuez à nous raconter ces vies, les vies de gens comme Slim, comme Wafa, voilà, dont malheureusement on entend peu parler ici, parce que en ce moment il y a un mur, mais voilà, grâce à vous on arrive à le franchir. Et puis Mohamed, oui, à très bientôt, j'espère. Si vous voyez, il y a plein on est nombreux à vous attendre, mais bon, prenez votre temps, voilà. Et surtout, vous pouvez les retrouver, les livres, après cette rencontre. Si vous voulez vous faire dédicacer un livre, surtout n'hésitez pas, ou échanger un mot avec nos deux auteurs, deux invités. Voilà, n'hésitez pas. Merci d'avoir été si attentifs. Merci beaucoup. Et merci. Merci Alexandra.